Donc, Alexandre Tassard, Jean-Sébastien Rousseau, merci d'être là aujourd'hui avec moi. Donc, vous avez tous les deux créé un projet qui s'appelle Ça prend un village. Pourriez-vous m'expliquer, en fait, en quoi consiste ce merveilleux projet? Ça prend un village est un regroupement de pères aidants qui prennent la parole publiquement au sujet du cheminement ou du rétablissement en lien avec la dépendance au cristal meth. Donc, c'est une prise de parole afin qu'on puisse avoir cette conversation-là publiquement et dans l'espoir, en fait, d'ajuster les services et les soins qui sont actuellement disponibles pour ces gens-là. Mm-hmm. Bien sûr. Puis, d'où est-ce qu'est partie votre idée? C'est quoi l'élément déclencheur, en fait? La première impulsion pour créer Ça prend un village, c'était une présentation lors d'un sommet sur la santé des hommes gays, bisexuels et ARSA, qui a eu lieu lors d'un SMASH il y a 2 ans. Donc, la première impulsion était de créer une présentation qui racontait notre expérience de rétablissement, pas juste à titre d'ex-drogué, mais aussi à titre de porte-parole ou du moins de quelque chose de représentatif de ce qui se passait dans la communauté LGBTQ. On a commencé à prendre la parole publiquement, on a détaillé un peu les soins qu'on avait reçus, ceux qu'on n'avait pas reçus, les ratés, les bons coups, puis comment on en était venus, nous deux personnellement, à construire notre village de rétablissement. C'est ça notre tagline, en fait. On construit, ça prend un village pour se rétablir, ça prend beaucoup de ressources. Ensuite est né la réponse à cette présentation-là était vraiment positive. Puis les gens ont vraiment... on a senti qu'il y avait un besoin pour cette conversation publique-là et pour ce coming out-là qu'on venait de faire. Puis effectivement, c'était dans notre expérience aussi qu'on n'avait pas eu beaucoup de références positives, nous, dans notre consommation au rétablissement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles ou de références, plutôt, j'aurais dire, de gens qui se rétablissaient du cristal meth. Il y avait beaucoup de noirceur autour de ce thème-là. Oui. Puis il n'y avait pas de gens qui prenaient parole là-dessus, comme nous, on tentait de le faire. Donc, de fil en aiguille, parlant en intervenant ou d'organisme en organisme, on s'est dit que la meilleure façon de servir ce qu'on voulait faire, ce serait peut-être de créer un lieu de rassemblement web pour l'instant, où les gens, soit en dépendance active, ou soit en rétablissement actif, ou en tâtonnage d'options, disons, pouvaient se reconnaître, pouvaient s'identifier. Puis vous l'avez... Excuse-moi, la première impulsion, ça a été de communiquer, en fait. Ça a été OK, bien, ceci se passe dans notre communauté. On s'est senti bien seul là-dedans, alors qu'on n'est pas les seuls, puis personne n'est tout seul. Il y avait beaucoup de honte autour de ça, puis de secret, fait qu'on a on tente de mettre un petit peu de lumière là-dessus. Oui. Puis vous l'avez tous les deux abordé, justement, votre rôle de père aidant. Puis j'aimerais ça justement vous entendre là-dessus. On parle de rôle, mais on parle aussi peut-être d'identité rendu à un moment donné, là, comme père aidant. Expliquez-moi un peu comment vous voyez ça, là, votre rôle de père aidant. Moi, en fait, le rôle du père aidant, je trouve que ça ressemble beaucoup au rôle du grand frère. Je suis le grand frère de 2 sœurs et un autre frère. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui remonte instinctivement. Oui. Ça, c'est le bout de l'anecdote, en fait. Mais au-delà de ça, à travers mon rétablissement, j'ai reconnu aussi que c'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes soins. Étant un homme éduqué, avec certains moyens, blanc, j'ai eu accès à beaucoup de soins-services qui étaient adaptés ou non, adéquats ou non, mais au moins j'avais accès à des soins. Puis à travers ça, j'ai réussi à me rétablir. Et je crois que quand on a un privilège, c'est important de le partager. Et aussi, ça c'est peut-être mon côté plus idéologique, puis à même mon rétablissement, le fait de redonner, de m'impliquer dans le cheminement d'autrui, ça me nourrit moi aussi là-dedans. Fait que c'est une roue qui tourne dans le bon sens, comme on dit. En termes de reconnaissance, là, présentement, moi, en fait, je suis rendu intervenant chez Réseau. Puis là, je suis en train de me battre pour mon titre, pour que ce soit père aidant en intervention communautaire au lieu d'intervenant. Donc, on est en réflexion présentement dans notre communauté là-dessus. Est-ce que l'argent rejoint les pères aidants? C'est pas à tous les endroits. Qu'est-ce qui définit un père aidant aussi?
la définition comme telle est vraiment pas claire. Souvent, on considère un père aidant comme étant un bénévole. Donc, c'est comme comment qu'on les intègre, comment qu'on les forme, comment qu'on les garde. Il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse pour l'instant. Oui, oui. C'est intéressant, tu parles de responsabilité, pas de responsabilité, d'identité, de rôle. Puis moi, le mot qui me vient, c'est responsabilité avec la père aidance. C'est un mot que je ne connaissais pas. Moi, père aidant, on m'a enseigné ce mot-là quand on a commencé à appliquer pour des programmes pour faire du contenu, Alex et moi. C'est des pères aidants, c'est du pour et père. On était comme ah. Mais le rôle de père aidant ou l'identité de père aidant, j'aime ça le mot identité parce que ça vient avec une responsabilité, ça vient avec un coming out initial, puis de dire je mets quelque chose en marche, c'est-à-dire que je provoque une espèce de boule de neige qui, on l'espère, atteindra des je contribue. Oui, c'est ça, je contribue carrément. Ouais. On va voler le punchline de la COVID, là, mais ouais, je contribue. Puis il y a quelque chose de... Père aidant, pour moi, c'est un mot, mais je te dirais que c'est comme ça que mon rétablissement a eu lieu ou a lieu. C'est-à-dire, moi, j'ai fréquenté des fraternités anonymes où la prémisse de base, c'est qu'il n'y a pas personne comme un dépendant pour en aider un autre. C'est comme ça que j'ai appris à me rétablir, c'est avec des semblables. Ça prend un village, je ne promouvois pas par exemple une certaine forme de rétablissement, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument fréquenter des groupes de 12 étapes ou faire de la rétablissement. Il n'y a pas de méthode là. Ouais. Mais, chose certaine, on promouvoit l'identification à ses semblables, puis surtout, la prémisse de base, c'est que la communauté est capable de se tenir là-dedans, puis la communauté est capable de prendre soin d'elle. Là, on est dans un flou, peut-être on a oublié ça, mais c'est des périodes qu'on a déjà traversées communautairement parlant. Puis je pense au VIH des années 90. À un moment donné, on s'est relevé, puis on a commencé à prendre soin de nous-mêmes, entre nous, puis on a exigé des services. La crise du cristal net, qui est différente, c'est pas virologique, tout ça, là, mais il y a quelque chose de semblable dans le sens qu'il y a une crise. On a beaucoup attendu à ce que le système débloque. On est capable de... Il ne faut pas faire toute la job, mais on est capable de se lever et de faire... Bon, attends une minute, là. Là, entre nous, on est capable de se parler, puis on est capable de normaliser quelque chose. Puis on est capable de prendre ceux qui ont plus de difficultés sous notre aile, ne serait-ce que pour un certain temps jusqu'à la prochaine station qui sera développée. Mais il y a cette... L'identité du père aidant, moi, c'est quelqu'un d'actif dans sa communauté puis qui est capable d'aller faire le pivot ou le lien ou juste la parole entre des sphères qui se parlent peut-être pas encore ou pas assez. Je trouve ça beau aussi parce qu'il y a l'aspect justement de l'identification. Tu sais, à un certain moment dans votre vie, vous vous êtes peut-être identifié comme consommateur, puis ensuite comme ex-consommateur, puis maintenant de pouvoir s'identifier comme père aidant, c'est comme si vraiment ça fait partie du processus de rétablissement, là, puis de la sortie de quelque chose de positif, là, puis de lumineux, là, justement, là-dedans. Ouais. C'est très libérateur aussi et très... ben, ça peut être effrayant certains jours là, de dire, moi, je m'identifie comme ça, puis je fais le coming out de mon vécu. Ouais. C'était très public dans les derniers 2 semaines. Mais c'est libérateur. En termes d'identité aussi, puis tu as mentionné un bon point, Jeanne. Quand on consomme, effectivement, on s'identifie beaucoup, ne serait-ce qu'à la substance, mais aussi à la communauté des gens avec qui on consomme, ouais, aux environnements, tout ça. Et puis ça ne disparaît pas. Ou du moins, quand on chemine là-dedans ou qu'on se rétablit, on a tendance à croire qu'on met la hache dans tout ça, puis effectivement, il y a un ménage qui se fait, là, ne serait-ce que pour rester en santé. Mais l'aspect de communauté reste. Puis l'identité, en tout cas pour moi, mon identification à ces gens-là est encore présente. Dans la solution, peut-être un peu plus, mais c'est pas parce que là, aujourd'hui, je suis un peu plus en santé que ces gens-là, je leur parle plus. Tu sais, ça, oui. Il y a comme ce discours-là, des fois, que j'essaie de rester proche de mon monde, si je peux dire, en quelque sorte. Alex, tu m'as souvent dit, tu sais, puis avec raison, « These are my people ». Oui. Oui. Ces gens-là, je les comprends, puis idem, là, puis c'est... je les vois dans la rue, je les reconnais partout, tu sais, c'est comme... Ouais. Quand tu touches à cette souffrance-là, après ça, on dirait qu'on la reconnaît, fait que c'est dur de s'en éloigner. En tout cas, pour moi, là, je trouve
trouve ça pas honnête de faire ça. Tôt dans mon rétablissement, je m'étais dit, c'est pas vrai que je vais me sortir de ça, ou que je me sors de ça, puis je vais tourner le dos après, puis faire semblant que ça n'existe plus. Certains le font, puis c'est correct. C'est-à-dire qu'ils mettent la hache là-dedans, justement, puis ils disent, je ne peux plus, je suis pas capable, je suis pas capable de retourner là, puis je suis pas capable de regarder ça. C'est tout à fait correct. Moi, j'avais cet instinct-là de dire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, je peux pas être un rescapé puis laisser le navire couler. Mm-hmm. C'est pas moi qui va sauver le navire, là, mais du moins contribuer. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas renoncer, genre, dans le fond, à votre passé à ce niveau-là. Non. Et à nos amis. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme, oui, enfin. Ça reste, c'est des humains, là, comme. Des fois, ils sont durs à Évidemment. aimer. Des fois, ils sont durs à aimer, ils sont tout croches, puis ils font des dommages autour d'eux, puis ils sont tout croches. Puis d'autres, on est capable de, sans les aimer, sans toujours être proche, on est quand même capable de comprendre. Oui. Puis je suppose que, justement, si on revient au rôle de père aidant, de pouvoir être proche encore de ces gens-là, ça vous permet justement de continuer à comprendre la réalité. Des fois, il y a des choses qui changent assez rapidement, tout dépendamment des substances qui sont consommées, de l'environnement. Là, présentement, on est en pandémie, donc c'est sûr que ça affecte à quelque part la consommation. Donc, oui, d'être proche de la réalité, ça doit aussi pouvoir avoir des effets bénéfiques à ce niveau-là aussi, là, dans votre rôle de père aidant aussi, évidemment. Donc, j'ai eu la chance aussi de vous entendre la semaine dernière à la radio. Félicitations, c'était une belle entrevue. Et puis, il y avait un mot qui résonnait, je trouvais, dans cette discussion-là, c'est vraiment l'espoir, en fait. Puis, j'aimerais vous entendre justement là-dessus, dans votre parcours de rétablissement. Bon, vous y avez fait référence là, que vous n'y avait pas vraiment de modèle positif, mais qu'est-ce qui a pu représenter justement cet espoir-là d'être en mesure de s'en sortir? Comment ça a reflété dans votre parcours, en fait? L'espoir, moi, c'est un gros mot, ça, parce qu'il était dans ma consommation, tu l'as dit, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que, puis dès que le cristal meth est devenu un problème, l'espoir a débarqué. C'est-à-dire que j'avais suffisamment lu sur la substance que je prenais à l'époque, surtout là, en 2013-2014, la littérature qui était disponible online pour monsieur, madame, tout le monde n'était pas particulièrement prometteuse en termes d'espoir. J'avais intériorisé le fait qu'il n'y avait pas d'espoir. Tu t'en sortais pas. Puis si tu t'en sortais, c'était avec beaucoup de séquelles, puis probablement un Parkinson ou de l'Alzheimer, puis des troubles n'en plus finir. C'est très peu reluisant comme pourquoi vouloir s'en sortir si c'est ça qui t'attendait de toute façon. Moi, je ne suis pas arrivé en rétablissement non plus avec l'espoir de m'en sortir. Je suis arrivé en rétablissement parce que j'avais causé trop de dommages, puis il fallait que je répare des trucs. C'est-à-dire que j'ai réagi aux dégâts à un moment donné qui s'accumulait. À un moment donné, j'ai fait « Hop là. » Puis c'était même pas une bonne intention, bien bonne. C'était même pas « Ah, je veux m'en sortir, je mérite ça. » C'est non, là, tiens-toi tranquille, fais comme si tout va bien, puis le monde va te pardonner, puis ils vont te reprendre. C'est comme tu vas réparer des pots cassés. Fait que c'était comme un besoin de validation qui m'a amené en rétablissement parce que j'avais trop déconné. Au fur et à mesure que ça avançait, puis rapidement, là, quand j'ai commencé à fréquenter des groupes de soutien ou que j'ai commencé une thérapie avec une psy ou que j'ai vraiment été encadré par mon médecin ou d'autres ressources que je mettais en place, l'espoir s'est traduit dans la personnification de personnes. C'est-à-dire que c'est du monde que j'avais mis en place malgré le fait que moi, je pensais que j'étais une merde, là, dans le sens que j'avais pas beaucoup d'estime à ce moment-là, mais j'avais assez de, je sais pas trop quoi, d'espoir sûrement, pour mettre des ressources en place qui, eux, me tenaient un petit peu chacun de leur bord. Fait que l'espoir, leur espoir pour moi s'est traduit à un moment donné, s'est transféré de moi en moi. Fait que de là l'importance des ressources près de la main, accessibles puis rapides. C'est-à-dire que pour moi, là, en tout cas, ça a été ces gens-là, autant des membres dans les fraternités anonymes que des professionnels, que des amis, leur espoir a finalement atterri chez nous. Fait que ça a été vraiment... Parce que, tu sais, honnêtement, Jeanne, je ne l'aurais jamais fait pour moi-même. À cette époque-là, j'aurais jamais eu ce thinking-là de dire ben, je vaux la peine ou il y a une autre vie après ça et je veux la vie. C'était pas ça mon discours. Mais l'espoir des autres a été contagieux. Fait que j'en suis très reconnaissant. Comme quoi,
Oui, vas-y, Alexandre. Ben, moi, je sais que j'ai eu droit à plusieurs. Au début, je commençais à cheminer là-dedans de façon solo et en silo. Donc, un thérapeute ou une thérapie ou un centre. Puis c'était comme la solution est là. Il n'y a rien qui marchait. Puis en parallèle, j'avais beaucoup de gens qui me regardaient avec le manque d'espoir dans les yeux. Tu sais, tes parents ils te regardent, puis sont comme, tu sais, tes amis te regardent, puis ton psychologue il te regarde, puis tu le vois, il y a comme la solution n'est pas là, l'espoir n'est pas là. Puis ça, c'est vraiment paniquant. Quand je suis arrivé chez CMA, Crystal Meth Anonyme, qui est un groupe de soutien, on était assis en rond, il y avait une gang, tout le monde se comprenait, puis il y avait du monde qui se rétablissait. Puis là, c'était officiellement day one de l'espoir. J'en menais pas large, je suis reparti, je fais OK, ça se peut. Tu sais, c'était comme exemple. Puis par la suite, cette communauté, disons-le, c'est le mot communauté qui est clé ici, a été, moi je l'ai recopié à plus grande échelle. Là, aujourd'hui, on parle au Canada au complet. Je veux dire, on a parti de tout petit, de micro, puis on a reproduit ce modèle-là. Les groupes de soutien, ce sont des groupes anonymes. Donc, il y a des choses qui restent dans le groupe, puis il y a comme des codes de conduite que j'ai éclaté, moi, avec le temps. Mais n'empêche que le fait d'être assis en rond puis d'être entouré, puis eux sont plus équipés pour me donner de l'amour que moi, à l'époque, j'étais capable de m'équiper pour m'en donner, bien ça a tout changé. Ça a tout changé. Oui. Puis là, présentement, je suis en thérapie de groupe à Griffith Edwards, je les salue. Et puis, la thérapie de groupe, ça a l'air quétaine quand tu le dis, mais ça marche en crise. Puis c'est beau à voir. Oui. Puis pour les intervenants qui visionnent nos capsules, notre entrevue, n'étant pas eux-mêmes des pères aidants, donc ne représentant pas nécessairement une personne qui a pu s'en sortir, donc justement une figure d'espoir, de quelle manière peuvent-ils transmettre justement ce message d'espoir à travers leurs interventions? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut y croire. Faut que, je veux dire, vous, intervenants, vous envoyez des centaines et des milliers à tous les jours, à toutes les années. Puis il y a certains centres, comme par exemple le Centre d'Institut en dépendance, / de l'Art Cormier, c'est une usine. Là. Je ne le dis pas méchamment, c'est vraiment, il y a du monde qui rentre à chaque jour. J'imagine pour eux, pour vous, ça doit être difficile de voir ce volume-là rentrer et partir sans que vous ayez vu un rétablissement s'opérer nécessairement. C'est comme être dans le problème tout le temps ou être dans la maladie ou dans l'actif des choses, ça doit être difficile. Mais j'imagine qu'il y a une raison pour laquelle vous avez choisi cette profession-là, puis c'est que vous y croyez au changement puis au rétablissement des personnes. Vous ne l'avez pas toute seule, cette solution-là. Vous n'avez pas la méthode infaillible, malgré les études, malgré les protocoles. Tout ça. Il n'y a personne qui l'a, la méthode infaillible universelle. Ça n'existe pas. Moi, il a fallu pas mal d'affaires. Puis il a fallu du copier-coller, puis il a fallu un scrapbook ou un village de patente pour que ça tienne à un moment donné. Puis c'est très personnel. Mais sachez que vous contribuez au village de quelqu'un ou au portrait de rétablissement de quelqu'un, il faut y croire. Ça, c'est même si la personne est tout croche devant vous, puis qu'elle ne comprend rien, c'est pas grave. Puis aussi, les intervenants, c'est des gens qui ont des connaissances, ouais. Puis qui sont capables de véhiculer des messages clairement. Il est possible de se rétablir du cristal meth. Phrase complète, sujet, verbe, complément. On l'a dit. Puis, tu sais, puis d'y croire, évidemment. Je pense que c'était dur d'y croire avant, même pour les intervenants. Mais là, maintenant, la preuve, on est sur l'écran, on vous parle, puis on vous en parle. À partir de ce moment-là, il n'y a pas raison de ne pas être capable de... Puis aussi, c'est pas juste de prendre en charge toute cette responsabilité-là, mais de la partager, effectivement, dans un village, mais pas juste un village intervenant, c'est un village de différentes autres personnes. Oui. Ouais. Les intervenants ont cette capacité, parce qu'ils sont frontline, hein? C'est un travail colossal, puis souvent sous-reconnu. Vraiment, je lève mon chapeau aux intervenants qui font ça à longueur de journée. C'est un gros travail de cœur, puis c'est un conseil, en fait, je dirais, prenez soin de vous aussi là-dedans, parce que ça peut être... moi, j'ai passé une semaine à expirer des messages de rétablissement à droite et à gauche, puis j'ai été fatigué.
Fait que j'imagine, jour après jour, prenez soin de vous, de votre propre établissement, que ce soit en substance ou pas, puis transmettez. Je pense que la responsabilité, comme la nôtre aujourd'hui à titre de parent aidant, est de nourrir notre propre établissement pour pouvoir transmettre. Mhm. La même chose s'applique aux gens qui sont payés pour faire ça. Prenez soin de vous, c'est la première responsabilité, puis éduquez-vous sur qu'est-ce qui se passe peut-être, mais gardez votre priorité sur vous-même, puis après ça, vous allez pouvoir déborder de votre établissement, vous allez pouvoir le donner. Effectivement. Vous avez aussi rendu très clair l'importance de garder la discussion justement autour de la consommation lumineuse. Je sais, Alexandre, que c'est un terme que tu utilises particulièrement. Puis, je me demandais justement, comment tu définis cette lumière? Est-ce que c'est une légèreté? Non, c'est pas nécessairement léger. Puis, mais on parle souvent souvent, c'est comme la prémisse de base, c'est de l'honnêteté. Qu'on soit capable de dire les vraies choses. Si on n'est pas honnête, si je ne suis pas honnête, je suis pas en santé. Ça ressemble à ça. Donc, c'est de trouver pour moi les endroits où je peux en parler, où je me sens en sécurité. Cette lumière-là aussi, on la reconnaît souvent par une certaine douceur, une certaine flexibilité. On parle beaucoup de compassion. Puis la compassion, c'est un beau mot, mais souvent on ne comprend pas c'est quoi. La compassion, c'est de comprendre quelqu'un en l'absence de tout jugement. Donc, je t'écoute et on repasse à travers le sujet comme si je ne l'avais jamais entendu pour la première fois. Puis je te comprends. Ça change tout, en fait, parce que même d'un point de vue d'un usager, ben moi, j'ai vécu ça, fait que c'est le même, tu sais. Ou moi, j'ai appris ça à l'école, fait que c'est le même. Puis c'est comme non, c'est la personne devant toi qui a la réponse et qui a une histoire. Fait qu'à partir de là, il y a de la lumière qui sort de ça parce que là, on est dans les vraies choses. Mm-hmm. Puis c'est pas toujours, les histoires sont pas toujours cute, puis on n'a pas toujours la solution non plus. On n'est pas en mode solution, on est juste en mode écoute. On parle de respect, on parle de compassion, puis on parle d'honnêteté. Mm-hmm. La lumière, elle rentre quand ça fissure. Hein? Généralement, les bouts lumineux du rétablissement, ils viennent après une crise puis après un bas fond. Fait que c'est d'être... Là, ça craque. À un moment donné, la lumière, elle peut rentrer, mais c'est souvent précédé de choses qui ne sont pas agréables et qui ne sont pas le fun. Et c'est dans ce fameux bas fond élastique-là, là, que celui que le consommateur va finalement écouter. Mais il y a quelque chose qui craque en lui. Là. Ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, ça ouvre. Puis là, la lumière, elle peut rentrer, mais malheureusement, de mon expérience, il n'y a pas de lumière sans noirceur. Ça prend beaucoup de tendresse et de patience pour accompagner quelqu'un, ne serait-ce que 5 minutes, dans cette noirceur-là qui précède peut-être un petit jet de lumière. Donc, on l'a abordé un peu partout, justement, là, mais pour un professionnel qui intervient auprès, justement, d'un homme qui consomme, qui veut s'en sortir ou qui va chercher de l'aide, qu'est-ce qui est, justement, le plus important de se rappeler en intervention? Ce serait quoi votre message clé, là? Ben, c'est toujours, en tout cas, ça, vous le savez, Claire, mais rappelons-nous, là, les objectifs d'une personne peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre. La consommation comme telle n'est pas mal. La personne qui est devant nous, ce n'est pas un problème ou une problématique ou un cas, c'est un humain. Et puis, souvent, on parle de rétablissement, on peut aussi parler de cheminement. Tu sais, il y a comme des nuances à apporter. On n'est plus là, dans le temps de Ronald Reagan, là, que just say no, puis la drogue, c'est pas bon, puis on n'est plus là, là. Puis aussi, la personne qui est devant nous recherchait du plaisir à travers la consommation, recherchait une communauté, recherchait un rapprochement. Il y a des choses, il y avait des besoins qui étaient là, qui sont encore là, et qui, avant tout, doivent être reconnus et entendus parce que c'est ça la locomotive de peut-être la consommation, puis peut-être aussi des prochains chapitres qui s'en viennent. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on ne peut pas raisonner ou solutionner les choses quand on est dans un état altéré, si on s'entend,
Fait qu'une détox de 2 semaines, ça ne fait pas de tort à personne. Mais ce n'est pas indicateur de la voie nécessairement. Puis aussi, là-dedans, c'est qu'on a des connaissances, on a de l'expérience, on pense avoir la solution, mais c'est cette personne-là qui a la solution. Puis nous, on est là pour aider tant qu'à moi, ça c'est mon opinion, je trouve ça très prétentieux. Donc, j'aide quelqu'un, non, tu l'assistes, tu le guides peut-être. Puis encore une fois, guider, faut-il que cette personne-là pose des questions? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Donc, c'est toujours de renvoyer la balle, où tu t'en vas avec ça. C'est sûr que nous, on est capable de soumettre des options, là, mais je pense que, en fait, ça revient au mot humilité. C'est d'être dans une position d'humilité par rapport à la personne qui chemine avec tout ça. Jean-Sébastien? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je rajouterais seulement que, encore une fois, les intervenants ont du volume parce que les problèmes de consommation sont multiples. Rappelons-nous, puis moi, je me le rappelle souvent quand je vois des nouveaux arriver dans mon cercle, la démarche que cette personne-là vient d'entreprendre, c'est la démarche d'une vie. C'est gros. Ça ne tente peut-être pas. Puis il a peur. Puis il y a beaucoup. C'est pas parce qu'il est rentré en thérapie que le chemin est fait. Il y a beaucoup. C'est pesant comme décision, puis c'est très effrayant comme démarche, puis c'est peut-être pas prêt, c'est peut-être pas mûr. Mais rappelons-nous que chaque personne qui est devant nous vit quelque chose de gigantesque, qu'elle soit capable de l'exprimer ou pas, puis qu'elle en soit consciente ou pas. C'est majeur là, ce qui est en train de se passer. Elle choisit de ne plus fuir dans la consommation ou du moins d'adresser quelque chose qui faisait en sorte qu'elle vivait de façon inconsistante avec ses valeurs, peu importe. C'est gros. C'est des grosses démarches. Puis c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que ça l'amoindrit la démarche de chacune des personnes. Oui. Alexandre, Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, pour votre projet? Attends, je peux sortir la liste, si tu veux. Nous, on veut. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les prochains mois? C'est drôle parce que ce projet-là a toujours été très organique avec ce qui se passait maintenant. C'est le plus qu'on projette, ça prend un village dans l'avenir, le plus qu'on revoit nos plans. Ouais. Là, on a lancé une discussion publique qu'on souhaite entretenir quand même, sans en être nécessairement les seuls acteurs ou les seuls instigateurs. On aimerait ça que d'autres gens se joignent à ce discours-là et se l'approprient. Je pense que notre responsabilité, s'il y en a une, c'est de continuer à générer du contenu qui parle aux gens puis qui permet cette discussion-là. Comme dans le premier contenu qu'on a lancé puis la première tournée des médias qu'on a faite, là, je pense que ça s'adressait principalement aux entourages des gens puis à la conscientisation sociale générale. C'est-à-dire, je ne sais pas à quel point on est allé chercher les gars qui consomment. Je ne pense pas, en fait, qu'ils nous ont entendus, puis c'est bien correct. Si on est capable d'avoir padé un peu leur atterrissage dans la société active, là, quand ils décideront, tant mieux. Si on est capable de continuer de produire du contenu pour bénéficier de ça, puis éventuellement, notre rêve, je pense, c'est de créer des espaces dédiés pour le rétablissement des zombies, des zombies LGBTQ, où c'est pas juste un espace web puis un commentaire Facebook ou une entrevue lumineuse qui fait la différence, mais qu'il y ait réellement des lieux qui sont dédiés à ça. Moi, je nous souhaite de continuer de se rétablir, puis de cheminer, puis de jamais prendre ça pour acquis, puis surtout de développer un réel regroupement de pères aidants disponibles avec leurs propres initiatives, leurs propres lignes de valeurs, leur propre portée, en fait. Alex disait l'autre jour, quand on parlait de Twitter, il dit peut-être que dans 2 ans, on n'aura plus de job avec ça. Puis j'étais comme, tant mieux. Ça sera donné ailleurs. Puis si on est capable de contribuer à la normalisation, pas de la consommation, parce que ça, c'est poche, mais de la normalisation de la démarche d'arrêter ou de se questionner ou d'avouer que ça fait partie d'un quotidien, on va avoir gagné beaucoup en compassion et en présence, en tout cas. Génial. Alexandre? Le projet, initialement, on l'a parti en joke en plus parce qu'on parlait d'ouvrir la maison du cristal. Et oui, carrément. On l'appelle encore de même. On l'appelle encore de même, mais là, j'ai trouvé un nouveau nom, Seb. Il faut que je t'en parle tantôt. Mais en fait, c'est que là, notre conversation est rendue que
c'est plus une joke. Et ça se pourrait très bien que éventuellement le projet déboule. C'est-à-dire qu'on parlait de créer des meilleurs espaces. Les espaces existent déjà. Il y en a plein. On veut donc travailler avec les gens qui sont déjà les deux mains là-dedans à peut-être mettre à jour les connaissances, puis les approches, puis revoir les espaces avec eux pour qu'ils puissent mieux accueillir cette clientèle-là. Mais nous, de notre côté, on continue à croire qu'un espace spécifiquement pour cette clientèle-là pourrait être bénéfique. J'aimerais peut-être, ne serait-ce que le tester. Fait que c'est un vœu pieux que d'ouvrir ce centre-là éventuellement. Oui, je vous le souhaite. Merci. L'épidémie du cristal, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, ça l'augmente, ça l'augmente. Puis parallèlement, le milieu des soins et des services n'est pas encore prêt à l'accueillir. C'est-à-dire que la bombe est en retardement, on le sait depuis plusieurs années. Le jour où ça va commencer à exploser les demandes de services, j'ai un peu peur. Fait que si on est capable de, je sais pas, jaser avec du monde, juste conscientiser, puis qu'après ça, les actions se fassent de l'interne. Si nous, on est juste capable d'être là tout le temps, tweetable, puis faire comme, hey, vous pensez au gars qui, tu sais, comment on fait avec ça? Avez-vous pensé que le gars qui arrive dans votre bureau, il a peut-être besoin d'un sexologue puis d'un thérapeute puis qu'il n'a pas le 300$ par mois pour se le payer? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Juste des petits couloirs de soins comme ça, ou des petites attentions qui éventuellement vont devenir d'autres choses. Je nous souhaite en fait pas nous, mais je nous souhaite la reconnaissance de l'importance de ce sujet-là, en fait, dans notre communauté. Oui, je souhaite aussi. Hey, merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Merci, Jeanne. C'était vraiment apprécié.